Bienvenue du coup à ce séminaire organisé par l'Institut des Actuaires. Voilà, l'idée de cette première présentation, c'est de vous parler un peu de mes travaux au sein d'Adactive Software, et plus particulièrement de mes travaux sur les générateurs de scénarios économiques qu'on développe chez Software et qu'on peut raccourcir par GSE. On avait pour but du coup d'améliorer la qualité des prédictions du GSE, et on s'est plus particulièrement intéressé à la façon dont le GSE modélise les corrélations. Tout d'abord, les GSE, qu'est-ce que c'est? Alors, ce sont des modèles mathématiques qui permettent de simuler des valeurs économiques futures. Donc, par valeur économique, on entend la valeur d'une action en bourse, un taux d'intérêt ou l'inflation d'un pays, etc. Les GSE, ils sont très utilisés dans le milieu de l'actuariat parce que ces valeurs économiques ont une grande influence sur l'activité des assureurs et des réassureurs. Par exemple, les assureurs ou les réassureurs ont pour habitude de posséder en capital des actions ou des obligations d'État. Ils lancent aussi parfois des produits d'assurance dont la valeur est liée à des produits financiers. Donc ils ont tout intérêt à connaître la valeur future de ces produits. Ces prévisions, en fait, elles vont leur permettre d'envisager les différents scénarios possibles et leur permettre de calculer le niveau de réserve suffisante pour rester solvable. Voilà, donc ces modèles mathématiques sont de plus en plus mis en avant, en partie grâce à la puissance de calcul des outils actuels, qui permettent de simuler un grand nombre de scénarios en peu de temps. Alors il faut savoir que lorsqu'on simule un groupe de variables économiques, on va prendre en compte la corrélation qu'il existe entre les valeurs. C'est-à-dire que si on observe sur notre historique que la valeur de deux actions ont souvent le même comportement, on va faire en sorte de retranscrire ça dans les valeurs futures. Par exemple, dans le tableau de droite, j'ai montré les valeurs de 3 indices boursiers européens. Donc on a le CAC 40, le DAX, qui est le principal indice boursier allemand, et le SC5E, qui est du coup un indice boursier, mais au niveau européen. Donc c'est 3 indices différents, donc on voit qu'ils ne prennent pas exactement les mêmes valeurs, mais ils sont quand même en étroite relation, et on voit qu'à certains moments, ils ont des tendances communes. Par exemple, on voit bien l'effet de la crise de 2008, au début du graphe, qui va impacter les 3 valeurs, mais aussi à quelques autres moments où on voit que les 3 indices ont sensiblement les mêmes réactions. Donc, si on arrive à retranscrire cette relation dans nos modèles, les prédictions seront plus fidèles à la réalité. Alors, comment on va faire concrètement pour modéliser ces corrélations? On va simuler en fait des variables aléatoires selon une certaine loi de probabilité, et ça va être le choix qui va être le plus souvent fait, ça va être d'utiliser des lois gaussiennes. Et la relation de corrélation entre les variables va être du coup celle d'une loi gaussienne multivariée. C'est une hypothèse de modélisation très courante qui rend la modélisation très facile à mettre en place, parce que comme la structure d'une loi gaussienne multivariée est définie uniquement par sa matrice de corrélation, il suffit de modéliser les coefficients de corrélation linéaire entre chaque variable. Un des problèmes par rapport à cette approche, c'est que le coefficient de corrélation linéaire, c'est l'indicateur de corrélation du coup le plus courant, mais dans certains cas, il ne suffit pas pour décrire l'ensemble de la structure de corrélation. Dans cet exemple à droite, on voit un nuage de points qui représente des données dont le coefficient de corrélation est égal à 0. Donc on voit que le nuage de points il peut prendre des formes très diverses. Et en réalité, il est impossible de déduire la forme de la corrélation uniquement avec ce coefficient. Et plus particulièrement avec ce coefficient de corrélation linéaire, la dépendance aux extrêmes, c'est-à-dire la tendance qu'ont deux variables aléatoires à atteindre des valeurs extrêmes simultanément, ce dont on parlait tout à l'heure, elle n'est pas modélisée. Alors c'est assez embêtant parce que c'est justement ce cas-là qui va nous intéresser, puisque bien souvent, typiquement dans un contexte de crise, les différentes valeurs économiques vont atteindre toutes au même moment des valeurs extrêmes. Donc, quand un indice économique qui influence l'activité de l'assureur prend une valeur extrême, le bilan peut déjà être impacté. Mais quand c'est le cas de plusieurs indices en même temps, l'effet peut être décuplé. Donc c'est les comportements des variables dans les cas extrêmes qui vont nous intéresser, d'autant plus que les normes prudentielles comme Solva 2 ou comptables comme IFRS 17 mettent en avant la mesure de ces cas extrêmes, en utilisant des mesures statistiques comme la value at risk ou la tail value at risk. Donc c'est des mesures qui se concentrent sur la queue des distributions, dans le sens où elles vont mesurer ce qui se passe dans les 10%, 5% ou 1% des pires cas possibles. Voilà, donc pour remédier à ce problème de sous-modélisation des corrélations,
Plusieurs ouvrages préconisent de se séparer de l'hypothèse gaussienne, dont on a parlé tout à l'heure. Je pense notamment aux travaux de Harmel, qui propose l'utilisation de copules. Alors une copule, qu'est-ce que c'est? Encore une définition. C'est un objet mathématique qui est utilisé pour décrire la relation de dépendance entre les variables aléatoires. Contrairement au dessin qu'on a vu tout à l'heure avec les petites formes qui bougent, une copule donnée correspond à une unique structure de corrélation. Et ce qui va être intéressant, c'est que certaines copules permettent de modéliser cette dépendance extrême dont on parlait tout à l'heure. Et choisir la bonne copule pour modéliser nos variables peut nous permettre d'améliorer nos prédictions. Alors à droite, on vous a mis quelques représentations graphiques. Concrètement, on a mis 4 jeux de données qui ont été simulés avec 4 copules différentes. Pour la première copule en haut à gauche, qui est une copule gaussienne, chaque point en fait sur le graphe représente une observation simultanée de 2 variables. Donc en abscisse, on a la valeur de la première variable et en ordonnée, la valeur de la deuxième. Ce qu'on voit, c'est que le jeu de données, il est quand même assez dispersé. Pour des valeurs hautes de la première variable, la deuxième a tendance à être haute aussi, mais on voit que la corrélation n'est pas très marquée. Par contre, en bas à droite, ça va être la copule de Gumbel, qui est, elle, assez forte pour modéliser les dépendances extrêmes. Et on voit que lorsque la première variable est haute, la deuxième a quasi systématiquement une grande valeur aussi. Donc on dit que la copule a une forte dépendance supérieure des extrêmes. Et ça, c'est un outil qui va nous être assez utile pour modéliser ces cas de figure lorsqu'on les observe sur notre historique. Voilà, l'idée développée dans nos travaux, c'est de tester ces nouvelles structures de corrélation au sein de notre générateur de scénarios économiques pour, dans un premier temps, étudier l'impact de l'utilisation des copules pour modéliser les dépendances et voir à quel point leur utilisation est intéressante et ce qu'elle apporte par rapport à l'approche gaussienne. Et à partir de ces observations, de proposer des outils de modélisation qui soient concrètement utilisables au sein du GSE. Il y a plusieurs problématiques qui se posent à nous. La première, comment estimer la qualité de modélisation d'une copule? Voilà, une fois qu'on a calibré selon une ou plusieurs copules, la question est de savoir comment savoir quelle est la plus adaptée. A priori, on a plusieurs indicateurs statistiques qui nous permettent de mesurer l'adéquation d'une copule. Il s'agit de trouver les plus pertinents. La deuxième problématique, ça va être comment proposer des outils standards de calibrage des corrélations. L'avantage de l'hypothèse gaussienne, c'est que les calculs sont faciles à mettre en place. On a juste à calculer une matrice de corrélation et ensuite de simuler le normal suivant cette matrice. Si on veut proposer un nouvel outil, il faut qu'il apporte une plus-value, tout en restant quand même dans le même ordre de complexité d'utilisation. On ne veut pas que l'outil devienne trop complexe et on veut garder une interprétabilité des paramètres. C'est-à-dire qu'on ne veut pas se retrouver avec un modèle black box où on ne peut pas auditer le modèle. Voilà, donc la première partie de nos travaux, ça a été sur le calibrage. Et il faut savoir que au sein des copules, on a 2 grandes méthodes de calibrage. Une basée sur les moments et une basée sur la recherche du maximum de vraisemblance. Alors, les méthodes basées sur les moments se basent sur les valeurs, généralement c'est une unique valeur, calculée sur l'ensemble des observations. L'idée, c'est de retrouver les paramètres de la copule qu'on veut calibrer par une formule fermée. Le maximum de vraisemblance, il va maximiser la vraisemblance totale du modèle. Donc cette méthode est généralement plus robuste, dans le sens où elle a besoin de moins d'observations pour arriver à un résultat convenable, mais elle nécessite l'utilisation d'un algorithme d'optimisation. Donc on a un arbitrage à faire entre rapidité et précision. Lorsqu'on utilise la méthode du maximum de vraisemblance, en réalité, on doit répondre à un problème d'optimisation. Alors c'est un problème qui est assez récurrent en statistique de manière générale. Il s'agit de trouver la valeur minimum ou maximum d'une fonction sur un intervalle. Donc pour ce problème, il n'y a pas de solution miracle ou de méthode universelle. On a juste en fait des techniques qui sont adaptées à différents cas de figure. Donc, une des plus communes de ces techniques, c'est celles qui sont basées sur la descente du gradient. Donc c'est une méthode qui consiste à calculer le gradient de la fonction à minimiser ou à maximiser et qui va se diriger vers un optimum local. Donc c'est une méthode standard, mais elle a tendance à diverger lorsque la fonction est trop irrégulière. Par exemple, sur l'animation à droite, on a illustré une descente du gradient qui se passe mal. L'algorithme, en fait, il va tourner autour du minimum sans jamais se stabiliser. On s'est penché du coup vers d'autres méthodes et on a choisi d'utiliser l'algorithme de Brent, qui est du coup un mélange de plusieurs méthodes, en fait, mais qui est basé sur l'interpolation quadratique de la fonction.
Et sa spécificité, c'est qu'il admet des bornes en fait pour la recherche de l'optimum. Et ça fait qu'il est sensiblement plus rapide dans notre cas, et aussi qu'il a tendance à moins diverger. Donc on a décidé de l'utiliser. La question suivante qu'on va se poser, c'est sur quelle copule on va calibrer nos données. Voilà, donc on sait qu'il existe des centaines de copules référencées dans la littérature, même certaines qui ne sont pas référencées. Donc on a fait en sorte de constituer un panel de copules représentatifs des types de corrélations usuelles. Donc voilà, on a la copule gaussienne, copule de student, qui sont souvent vues dans la littérature de modélisation des actifs, copule de Clayton et de Gumbel qui sont aptes à modéliser les dépendances des extrêmes. Et on s'est rendu compte que les copules usuelles étaient assez restrictives. Certaines copules, du coup, arrivent à modéliser les dépendances des extrêmes, comme les copules de Student ou Clayton. Mais ces copules, on l'a remarqué, ont du mal lorsqu'on modélise simultanément un groupe de variables avec des propriétés diverses. Typiquement, je prends l'exemple de la copule de Student. Elle suppose que les dépendances des extrêmes supérieurs et inférieurs sont égales. Donc, elle aurait du mal à modéliser des variables dont les dépendances des extrêmes supérieurs et inférieurs sont vraiment différentes. Donc, partant de ce constat, on a décidé de s'intéresser aux copules de Vine. Alors, les copules de Vine, c'est une méthode qui consiste à choisir des groupes de variables parmi notre groupe initial et à modéliser la corrélation de chacun de ces groupes par une copule. Voilà, donc on a plus de choix dans la modélisation. On a la possibilité de modéliser les corrélations des sous-groupes de variables séparément. La contrepartie, c'est qu'on a plus de paramètres à gérer. On doit d'abord choisir les groupes de variables qu'on veut modéliser et ensuite calibrer chaque copule. Voilà. Un autre problème, c'est la sélection. Une fois qu'on a calibré selon notre panel de copules, comment sélectionner la plus adaptée? Pour ça, on a différents indicateurs qui mesurent chacun différentes propriétés de la dépendance. On a les coefficients de corrélation, donc bien sûr le coefficient de corrélation linéaire dont on a parlé tout à l'heure. Les corrélations, les coefficients de dépendance de rang, Kendall et Spearman. On a également les coefficients de dépendance des extrêmes. Un indicateur qui est souvent référencé dans la littérature, c'est la distance à la copule empirique. Alors la copule empirique, c'est une copule qui est construite à partir des observations, qui peut faire un peu le parallèle avec la fonction de densité empirique. Voilà, donc elle est censée refléter la corrélation des variables observées. Du coup, calculer la distance d'une copule calibrée donnée à la copule empirique nous donne une idée de à quel point la copule calibrée est fidèle aux observations. Ça paraît être un bon indicateur, assez général, et nos tests l'ont fait apparaître comme l'indicateur le plus discriminant, le meilleur, lorsqu'il s'agissait de reconnaître à partir de quelle copule étaient générées nos données simulées. Pour estimer cette copule empirique, il y a plusieurs méthodes qui s'offrent à nous. Une méthode souvent mise en avant, c'est la méthode des noyaux. Elle fonctionne de manière similaire à la méthode des noyaux utilisée pour estimer la distribution d'une variable aléatoire. On s'est rendu compte que cet estimateur était quand même peu fiable aux valeurs extrêmes. C'est-à-dire qu'on a essayé par exemple de reproduire la copule de Clayton à partir d'observations grâce à la méthode des noyaux. Sur le graphe là, que vous voyez à droite, on a affiché les valeurs de la copule et de l'estimation pour différents points. Et on voit que plus on s'approche des valeurs extrêmes, plus l'estimateur se fausse. On a décidé du coup d'utiliser un autre estimateur, l'estimateur de Vels, qui est plus long à calculer, mais qui donne de meilleurs résultats aux extrêmes. Pour l'estimation de la distance, voilà, donc il y a également plusieurs façons de faire. Il faut savoir que les copules, du coup, c'est pas des simples valeurs, c'est des fonctions. Pour estimer une distance entre deux copules, il faut donc choisir un ensemble de points sur laquelle évaluer la distance. La méthode usuelle, c'est de choisir une grille de points sur lesquels estimer les copules. On s'est rendu compte qu'il fallait une taille de grille importante pour que l'estimateur de la distance devienne robuste. On s'est rendu compte qu'on avait de bien meilleurs résultats en utilisant plutôt un ensemble de points pris au hasard. Sur les deux graphes, vous voyez la convergence de l'estimateur des distances en fonction du temps de calcul. Pour un estimateur sur grille à gauche et un estimateur sur un nuage de points aléatoire à droite. Donc on voit qu'on a besoin de beaucoup moins de temps de calcul en utilisant un nuage de points. Donc on a décidé d'utiliser ce nuage de points aléatoire pour estimer notre distance à la copule empirique. Les premiers résultats qu'on a eus vis-à-vis de nos méthodes de calibrage, c'est que la qualité de la modélisation avec Vine est plus grande.
demande évidemment de passer du temps sur chaque groupe de variables, ce qui en fait un outil plutôt lourd à utiliser. Mais on a mis au point une méthode automatique qui, pour chaque groupe de variables, pour chaque étape du calibrage, sélectionne la copule par le critère de la distance du coup, à la copule empirique dont on vient de parler, et qui, du coup, ne demande pas d'intervention de la part de l'utilisateur du VSE. On a fait une autre observation avec les Vine. Une copule de Vine modélise les dépendances des variables, mais également les dépendances conditionnelles des variables. On s'est rendu compte que la modélisation des dépendances conditionnelles de haut niveau, c'est-à-dire conditionnellement à un grand nombre de variables, avait finalement peu d'impact sur la qualité de la modélisation finale. Vous voyez ici que changer les paramètres d'une copule modélisant une dépendance conditionnelle de haut niveau a beaucoup moins d'impact que de modifier les paramètres d'une copule de bas niveau. Donc on pouvait se permettre de ne pas les modéliser et du coup de gagner du temps dans la modélisation. Donc après ces nombreux essais, on a cherché des moyens de voir en fait, si ces méthodes apportaient vraiment une plus-value par rapport à l'approche classique. Donc on a récolté plusieurs historiques de données d'indices boursiers européens et on a effectué des calibrages sur ces historiques. Donc on s'est rendu compte que les copules de Vine et Student étaient les plus proches en termes de distance à la copule empirique, ce qui nous laisse penser qu'en termes de dépendance générale, c'est plus apte, Vine et Student, à modéliser les dépendances. En termes de dépendance des extrêmes, elles sont plutôt mieux représentées par les copules de Vine. Parmi nos variables observées, on a formé des couples en fait, afin de calculer leur coefficient de dépendance des extrêmes et de les comparer avec ceux modélisés par les différentes copules. Donc ce que vous voyez là, c'est deux tableaux. Donc à gauche pour les dépendances inférieures et à droite pour les dépendances supérieures. La première ligne, ça va être des coefficients de dépendance des extrêmes calculés sur l'historique, et les lignes suivantes, ça va être ceux des différentes copules. Donc sur nos historiques, c'est principalement Vine et parfois Student qui se rapprochent le plus de la réalité en termes de dépendance des extrêmes. Donc ça va être notre première observation. La deuxième observation, ça va être sur les résultats du GSE, parce qu'on a après avoir calibré nos modèles, on a utilisé du coup ces différents modèles pour simuler des résultats futurs. Et du coup, ce que vous voyez ici, c'est la distribution future du portefeuille, ou plutôt des values at risk à différents niveaux, du coup, qui vont nous permettre d'estimer cette distribution. Donc à gauche, vous avez le modèle standard, et à droite, vous avez le modèle de Vine. Donc la distribution du portefeuille, elle a été impactée par le choix du calibrage. Donc, dans notre cas concret, on a une augmentation de 4% de la value at risk 95 liée à la valeur du portefeuille. Donc c'est une variation qui va après se répercuter sur la valeur des prévisions techniques. Et donc utiliser une méthode de corrélation plus fine, comme dans notre cas, ça mène à plus de prudence parce que ça va nous faire gonfler nos provisions et notre SCR si on se place dans le cadre de solvabilité. Dans les points faibles, on peut noter une plus grande complexité d'utilisation, notamment lorsqu'on calibre selon une Vine. Alors on a une alternative à ça, c'est la méthode automatique qui sélectionnera du coup à chaque niveau la copule la plus proche de la copule empirique. On a aussi un plus long temps de calcul, notamment pour les algorithmes de maximisation et pour le calcul de la distance à la copule empirique. Et on doit noter également que les mesures statistiques de la dépendance des extrêmes ont besoin de plus de données pour être fiables. C'est-à-dire qu'il va falloir, dans notre historique, avoir beaucoup d'observations d'événements extrêmes pour que notre indicateur de dépendance des extrêmes soit fiable. Voilà, donc c'était une revue de nos travaux concernant les GSE et qui ont du coup constitué mon mémoire d'actuaire. Donc si vous avez des questions sur tel ou tel sujet, n'hésitez pas à venir m'en parler, que ce soit maintenant ou plus tard d'ailleurs. Merci.